Bonjour. Ce chapitre, je vais vous présenter les fonctions réelles de deux variables. Alors, je commence par des généralités. Tout d'abord, la définition. Vous avez D une partie de R2 et je considère une fonction f qui a pour ensemble de départ l'ensemble D et l'ensemble d'arrivée R. C'est-à-dire, c'est une fonction qui a chaque couple de réels xy appartenant à l'ensemble D associe le réel z qui s'écrit aussi f de xy. Alors je peux donner des exemples simples. Par exemple, si vous prenez deux nombres réels a et b, vous pouvez très bien leur associer leur somme a plus b, ou bien leur produit a fois b, ou bien lorsque le deuxième réel est non nul, je peux associer aussi leur quotient A sur B. Et donc, ce qui nous amène à parler de l'ensemble de définition d'une fonction comme ça, à deux variables réelles, eh ben, c'est un ensemble de couples XY pour lequel, ou bien pour lesquels, on peut calculer l'image du couple XY par la fonction f. Et là, on applique les mêmes règles que pour une fonction à une variable réelle. Ça veut dire le dénominateur, s'il y a dénominateur, il faut qu'il soit non nul. S'il y a une racine carrée, il faut que l'expression sous la racine soit supérieure ou égale à 0. Si on applique la fonction logarithme népérien, il faut que l'expression sur laquelle on applique la fonction est strictement positive, et ainsi de suite. Alors, comment on représente graphiquement une fonction à deux variables? Donc déjà, la représentation graphique, c'est l'ensemble des points x, y, z, tel que z est égal à f de xy, avec xy appartenant à d. Donc déjà, pour pouvoir représenter une fonction à deux variables, ça sera dans l'espace et non pas dans le plan, et puisqu'il faut prendre des points à trois coordonnées, donc on sera dans R3, et il faut munir généralement l'espace d'un repère orthonormé OIJK, et du coup, pour chaque couple de réels XY, on va leur associer leur image Z qui est égale à f de XY, et on va comme ça représenter tous les points de cet ensemble. Et donc, ça va donner ce qu'on appelle une surface. Alors, pour faire un parallèle avec les fonctions à une variable, pour une fonction à une variable, on la représente dans le plan, on fait varier x, on calcule pour chaque x son image par la fonction qu'on est en train d'étudier, et on met dans le plan le point de coordonnées x, f de x. Et ça nous donne une courbe, ça nous donne une ligne. Par contre, ici, ça va donner, enfin, l'ensemble de points qu'on va obtenir, ça va être une surface. Et là, je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut obtenir. Alors, voilà. Donc, déjà, je vous ai mis ici un site internet sur lequel vous pouvez voir plusieurs représentations graphiques de fonctions à deux variables. Et puis, avec des indications des fois d'outils informatiques pour les représenter, puisque c'est pas évident de les représenter à la main. Alors, je vous donne quelques exemples. Là, par exemple, c'est la fonction, c'est la représentation graphique de la fonction qui a xy associé x au carré plus y au carré. Voilà, je vous laisse voir. Ok, c'est une surface, bien sûr. Et là, vous voyez ce que je vous ai dit, le plan est muni d'un repère. Ici, c'est là derrière, c'est le point O. Ici, c'est le vecteur I. Ici, c'est le vecteur J. Et puis, comme ça, verticalement, c'est le vecteur K. Alors, une autre. Là, par exemple, vous avez la représentation graphique. Alors, non, là, je ne l'ai pas noté.
Et voilà, là par exemple, vous avez la représentation graphique de cette fonction, c'est-à-dire cette surface-là, bleue, de la fonction qui a x, y associe x4 plus 6x au carré, y au carré plus y4. Ici, la fonction dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la fonction qui a xy donne xy, le produit tout simplement des deux réels, et il faut bien imaginer comment il est. De ce côté-là, ça vient vers nous, et puis on a la même chose vers l'arrière, et ça donne l'impression d'une forme comme une selle. Voilà. Et d'ailleurs, ces représentations graphiques, on les appelle surface, mais on peut les appeler aussi, des fois, on trouve le mot nappe. Alors, voilà. Alors, ce que je voulais dire, déjà, je vous montre aussi le site. Alors, le site, il est plutôt le site que je vous ai donné. Non, c'est pas là. Oui, voilà, il est là. Donc là, vous voyez qu'il y a par exemple cette surface-là. Il y a ici des surfaces aussi. Voilà. Vous pouvez avoir dans ce site pas mal d'exemples de ces surfaces. Alors, pour les lignes qui sont sur ces surfaces, je vais vous expliquer après le principe. Voilà. Alors là, vous avez là. Voilà, donc là, vous avez aussi une surface, on dirait une feuille pliée ou bien une nappe de table où il y a des ondulations. Voilà, bon, je vous laisse le découvrir, regardez un petit peu, cliquez sur chaque image. Voilà, des fois ça donne des choses comme ça, des reliefs comme ça. Voilà. Alors, pour vous parler d'autre chose, moi je pense, enfin, je ne sais pas, peut-être n'importe quoi. Là, vous voyez encore une autre forme, là, une forme, et ainsi de suite. Et donc, je pense que ce sont ces formes-là, ces représentations graphiques de ces fonctions, qui ont dû inspirer beaucoup d'architectes modernes, qui nous ont fait des merveilles au niveau de l'architecture. Alors là, on voyage un petit peu. Donc là, vous avez un exemple avec l'opéra de Sydney. Là où on voit cette forme-là de ces surfaces. Alors, mieux encore, il y a un autre exemple qui m'a marqué, c'est le stade olympique de Munich, où il y a eu les Jeux olympiques, je pense, en 1968. Donc un petit voyage à la fois. Voilà. Donc vous voyez ces nappes-là qu'on voit. Voilà. Ok. Donc, c'est ça la représentation graphique des fonctions à deux variables. Et il y a plusieurs outils, enfin, sur GeoGebra, enfin, plusieurs logiciels qui permettent de le faire, et même Python. Je vous donnerai les outils nécessaires pour faire des représentations graphiques comme ça sur Python. Voilà. Alors, donc, après, bon, il faut que je revienne sur la leçon. Voilà. Et donc, après, quand on a fait la représentation graphique de la fonction, on a une surface. Après, il y a la notion de ligne de niveau. Donc, si vous prenez C qui appartient à R, un réel fixé, et donc l'ensemble des couples de D qui ont pour image C, on appelle ça une ligne ou une courbe de niveau. Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, ici, enfin voilà, j'ai la fonction qui a xy associe x au carré plus y au carré. Et là, je prends par exemple c est égal à 5. Et donc, vous voyez la ligne bleue, là, c'est la ligne du niveau f de xy est égal à 5. Et donc, ça donne quoi comme courbe? Enfin, déjà, vous voyez, c'est une courbe. Et la forme de cette courbe,
Eh bien, c'est tout simplement un cercle. Voilà. Donc, vous voyez ici, si je remplace z par 5, j'aurai le cercle d'équation x au carré plus y au carré est égal à 5. Donc, ça sera tout simplement le cercle de centre O, de coordonnées 0, 0, et de rayon, tout simplement, de rayon racine de 5. Voilà. Alors, les lignes de niveau, cette notion de ligne de niveau, on la trouve pas seulement en mathématiques, mais on peut la trouver dans d'autres applications. Par exemple, les isobars, ce sont, vous savez que la pression atmosphérique varie en fonction du point de l'espace où on se trouve. Et si on donne une pression donnée et on relie tous les points qui ont cette pression, ça va donner des isobars, donc que vous trouvez dans les cartes météorologiques. Alors bien sûr, sur les cartes aussi de montagne, enfin sur les cartes géographiques, on voit des lignes, et ce sont des lignes qui représentent les points qui ont la même altitude. Voilà. Et puis, donc il y a pas mal d'applications sur plusieurs représentations graphiques. On trouve ces lignes-là qui représentent les points où il y a la même valeur d'une grandeur donnée. Ça peut être la pression, ça peut être la température, ça peut être l'altitude, ça peut être d'autres grandeurs physiques. Voilà. Alors, ensuite, je passe à la notion d'application partielle en un point. Ben, vous avez votre fonction f qui est définie sur D, partie de R2 vers R, donc qui a xy associé f de xy, et là, vous avez x et y qui varient toutes les deux en même temps. Alors, on prend un point particulier de D, de coordonnées x0, y0, et là, on peut définir deux fonctions partielles. La première, bon, je l'appelle par convention comme ça F1, qui va d'un certain domaine D1 vers R, et cette fois-ci, c'est une fonction à une variable. Là, je vois x, et à x, j'associe f de x, y0. Voilà. Et puis la deuxième, je l'appelle f2, et cette fois-ci, je fixe le x à x0, et je fais varier le y. Et donc là, à y, je vais associer f de x0, y. Donc dans la deuxième vidéo, je vais vous donner des exemples sur le tableau. Là, ce que je peux vous montrer, c'est au niveau graphique. Voilà, par exemple ici. Attendez, je remonte un petit peu. Voilà. Ici, par exemple, si je prends cette fonction qui a xy associe x4 plus 6x carré y carré plus y4. Donc, par exemple, si je donne à x la valeur 0, eh bien, cette fonction, ça sera une fonction qui a y associe y à la puissance 4. Et puis, inversement, si je donne à y la valeur 0, eh bien, ça sera la fonction qui a x associe x à la puissance 4. Donc ça, ce sont les deux fonctions partielles au point 0, 0 qui sont associées à cette fonction-là. Et là, je ne sais pas si on les voit bien. Non, là, c'est pas très clair. Normalement, on doit voir la représentation graphique. C'est tout simplement l'intersection, c'est-à-dire de la surface qui représente la fonction, avec le plan d'équation x égale 0 pour la première fonction partielle, et puis avec le plan y égale 0 pour la deuxième fonction partielle. Alors, ensuite, ben oui, là, ça, bon, c'est évident comme exemple. Je vais essayer de vous donner sur le tableau dans la deuxième vidéo des exemples plus sophistiqués. Là, j'ai la fonction qui a xy associe x fois y. Donc, la fonction partielle en x égale 0, ça va donner la fonction nulle.
Donc voilà, qui est représenté là. Voilà. Et puis, quand je donne à y la valeur 0, ça va donner aussi la fonction nulle. Et donc, ça va représenter aussi l'intersection, enfin les courbes représentatives de ces deux fonctions partielles, c'est l'intersection de la surface avec les plans d'équation x égale 0 et y égale 0. Voilà. Alors, pour ces fonctions, il y a la notion de continuité, mais là, le programme est clair là-dessus. Il ne faut donner cette notion qu'à travers des exemples simples. C'est ce que je vais faire dans la vidéo numéro 2. Je vais vous donner deux exemples intéressants. Le premier d'une fonction qui va être continue en un point particulier, ou bien plus exactement qu'on pourra prolonger par continuité en un point particulier. Et puis l'autre, vous verrez qu'on ne pourra pas le faire et je vais essayer de vous expliquer la raison de cette impossibilité. Et là, vous verrez que la notion de continuité n'est pas aussi simple que ça pour les fonctions à deux variables. Bon, pour les fonctions à une variable, c'était une affaire simple. Il suffisait de faire la limite et puis on trouve généralement facilement la limite avec surtout avec les moyens qu'on a actuellement, les développements limités, les équivalents. Mais là, pour les fonctions à deux variables, vous verrez que c'est pas si évident que ça. Alors, après, il y a la notion de dérivée partielle qu'on a déjà vue au premier semestre. Donc là, vous avez votre fonction. Et puis, vous avez un point M0 de coordonnées x0, y0. Et vous considérez les fonctions partielles f1 et f2 que j'ai définies là-dessus. Et donc, tout simplement, pour calculer les dérivées partielles, par exemple, la fonction f1, c'est une fonction qui dépend de x. Et donc, pour calculer la dérivée partielle de f par rapport à x, eh bien, tout simplement, c'est la dérivée de cette fonction partielle par rapport à x, la dérivée tout court. Et puis la même chose pour y, c'est la dérivée uniquement par rapport à y. Et la règle que j'avais donnée quand j'ai expliqué ça, c'est que quand vous faites des dérivées partielles, vous avez certes deux variables x et y, mais lorsque vous dérivez par rapport à x, le y, vous le considérez comme une constante. Et inversement, quand vous dérivez par rapport à y, le x, vous le considérez comme une constante. Alors bien sûr, je vais revenir sur la deuxième vidéo, sur des exemples concrets de calcul de dérivées partielles. Et puis bien sûr, là, on a défini les dérivées partielles en un point. C'est comme ce qu'on avait fait aussi pour les dérivées, on définit le nombre dérivé en un point. Et puis après, on généralise ça à tout le domaine sous forme de fonctions dérivées partielles. Voilà. Donc vous avez ici, et ce qu'il faut surtout retenir, c'est la technique de calcul et comment concrètement on calcule des dérivées partielles. Et là, ça sera la vidéo 2 avec les exemples sera l'occasion pour vous présenter tout ça. Et puis bien sûr, en TD, vous avez aussi quelques activités sur le calcul de dérivées partielles. Alors, pour ces fonctions, donc on a parlé de continuité, on va parler aussi de classe C1. Alors, à quel moment on dit qu'une fonction à deux variables est de classe C1? Eh bien, tout simplement, le critère est simple, c'est toutes les dérivées partielles existent, ça veut dire on peut dériver par rapport à x, on peut dériver par rapport à y, et que le résultat qu'on a obtenu, c'est-à-dire ces dérivées partielles, il faut qu'il soit continu. Alors bien sûr avec tous les problèmes de continuité qu'on a vus là-dessus. Alors quelques outils pour dire la continuité ou bien dire qu'une fonction est de classe C1, c'est que tout ce qui a une forme polynomiale, que ça soit par rapport à x ou par rapport à y,
Ça donne des fonctions de classe C1 sur leur ensemble de définition. Donc là, si vous composez deux fonctions de classe C1, ça va donner une fonction de classe C1. Et puis bien sûr, quand vous faites des combinaisons linéaires et des produits de fonctions de classe C1, ça donne des fonctions de classe C1. Donc ce sont des petits outils pour pouvoir dire qu'une fonction est de classe C1 sans avoir à calculer les dérivées partielles. Voilà. Alors, ensuite, donc, on peut pour ces fonctions écrire aussi l'équivalent d'un développement limité à l'ordre 1. Alors, par exemple, si vous êtes au voisinage d'un point de coordonnées x0 et y0, alors déjà, on va parler de plan tangent, c'est-à-dire c'est l'équivalent de la tangente à la courbe, mais cette fois-ci, c'est un plan qui va être tangent à la surface en M0. Alors, ce plan, il a pour équation, donc puisque vous connaissez les équations du plan dans l'espace, c'est de la forme ax plus by plus cz est égal à 0. Donc là, c'est 1, voilà, et donc égal f de x0, y0, plus x moins x0 fois la dérivée partielle de f par rapport à x en x0, y0, plus y moins y0 fois la dérivée partielle de f par rapport à y en x0, y0. Donc ce plan, il est dirigé par ces vecteurs-là, c'est-à-dire les vecteurs de coordonnées 1, 0, dérivée partielle, et puis 0, 1, dérivée partielle par rapport à y, et il passe par le point de coordonnées x0, y0, f de x0, y0. Donc là, je vais essayer en vidéo 2 de vous faire une illustration graphique pour vous montrer ce plan. Et ce qu'il faut retenir, c'est son équation qui est l'équation tout simplement, c'est-à-dire si vous séparez tout ce qui dépend de z, tout ce qui dépend de x et tout ce qui dépend de y, vous allez obtenir tout simplement l'équation d'un plan dans l'espace, comme on a déjà vu en géométrie. Alors, ici, avec cette équation, on peut utiliser aussi ce qui s'appelle l'approximation affine, l'équivalent de l'approximation affine. C'est-à-dire, vous êtes au voisinage d'un point de coordonnées x0, y0, et vous voulez calculer, donc vous connaissez l'image de x0, y0 par la fonction f, et vous voulez calculer l'image d'un point voisin, c'est-à-dire d'un point de coordonnées x0 plus h, y0 plus k. Alors, soit vous pouvez le calculer directement, soit vous pouvez utiliser une petite approximation. Et cette approximation consiste à dire que l'image de ce point par la fonction f est approximativement égale à f de x0, y0 plus h fois dérivée partielle de f par rapport à x, 0, y0, plus h fois la dérivée partielle de f par rapport à y, x0, y0. Et là, vous retrouvez l'analogie, l'équivalent de l'approximation affine, puisque rappelez-vous, l'approximation affine, c'était f de x, 0 plus h, est égal à f de x0 plus h fois f' de x0. Sauf que là, on n'a pas la dérivée tout court, on a les dérivées partielles, donc on tient compte de la dérivée partielle par rapport à x et de la dérivée partielle par rapport à y. Alors, ça sert à quoi? Surtout, on l'utilise en physique quand on a une grandeur qui dépend de deux variables et que ces deux variables subissent une petite variation chacune. Eh ben, la variation de cette grandeur, peut être calculée, peut être approchée de cette manière-là.
Je vais vous donner un exemple en vidéo 2, dans la vidéo des exemples, où je vais dire, par exemple, vous avez un rectangle et de longueur, par exemple, 5 mètres et de largeur 3 mètres, et vous voulez calculer son aire, sauf que on a fait une erreur de conception. Au lieu d'avoir 5 mètres, on a 5, on va dire 0,6 mètres. Et puis, au lieu d'avoir 3 mètres, on a 3,02 mètres. Et donc, comment calculer la variation de l'air par rapport à ces erreurs-là? Et donc, cette formule permet d'avoir cette variation assez rapidement. Voilà. Alors, après, une utilisation des dérivés partiels, c'est de trouver, bon, c'est pas aussi simple que ça, c'est de trouver les extrémums d'une fonction à deux variables, c'est-à-dire à quel point elle admet un maximum et à quel point elle admet un minimum. Alors déjà, il y a cette proposition qui dit, et donc c'est une proposition équivalente à ce qu'on avait vu pour les fonctions à une variable. Si vous avez une fonction à deux variables de classe C1, et si f admet un extrémum en un point x0, y0, c'est-à-dire soit un maximum, soit un minimum, alors les dérivés partiels de cette fonction en x0, y0, que ce soit par rapport à x ou bien soit par rapport à y, s'annulent toutes les deux. Et donc on appelle ça un point critique. Voilà. Donc, et attention, c'est une condition nécessaire. C'est pas une condition suffisante. C'est-à-dire, on peut très bien avoir un point critique, mais qui ne sont ni un extrémum, enfin ni un maximum, ni un minimum. Mais dès que le point est un extrémum, automatiquement les dérivés partiels s'annulent. Voilà. Donc là, je vais vous donner aussi des exemples là-dessus. Alors, après, ce qui arrive aussi, c'est que vous avez une fonction à deux variables, et chacune de ces variables, le x et le y, est une fonction à son tour d'un certain paramètre t. Alors, ça arrive souvent en mécanique. Vous avez un point qui se déplace dans le plan, donc ce point est de coordonnées x, y, mais chacune de ces coordonnées varie en fonction du temps. Voilà. Et donc vous avez ça, et si cette fonction, enfin, si x et y sont de classe C1 sur I, vous pouvez définir une fonction qui varie, enfin, qui dépend de t, qui s'appelle g. Donc, g de t est égal à f de xt, yt. Alors, si vous avez g qui est, enfin, pardon, si x et y sont de classe C1, et si f est aussi de classe C1 sur D, alors on peut calculer la dérivée de cette fonction g, qui va être aussi de classe C1, et sa dérivée, ça sera donné par g' de t égale à la dérivée partielle de f par rapport à x, xt, yt, fois x' de t, plus la dérivée partielle de f par rapport à y, fois x de t, y de t, fois y' de t. Alors, je vais vous donner dans la vidéo 2 un exemple de ce calcul. Voilà. Vous verrez qu'une fois l'exemple donné, ça ne sera pas compliqué à comprendre. Alors, après, l'autre notion qui est au programme sur les fonctions à deux variables, c'est la notion de gradient et qu'on trouve en physique. Donc, vous avez une fonction définie sur un domaine D et qui est de classe C1 sur D. Ça veut dire que ces dérivés partiels existent et qu'ils sont continus. Alors, le gradient de la fonction f, noté grade de f, alors il y a certains qui le notent avec une flèche au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est un vecteur tout simplement.
Donc c'est une application qui va de D vers R2, qui à chaque xy associe la fonction grade de f de xy, qui est le vecteur dont les coordonnées, enfin les vecteurs dans le plan, dont les coordonnées sont les dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y. Voilà, donc on va voir au niveau des exercices comment on le calcule. Alors, dernière chose, c'est la notion de dérivée partielle seconde. Ça veut dire que pour certaines fonctions, on peut déjà faire une dérivation partielle une première fois, et puis, si le contexte s'y prête, on peut aussi faire une dérivation partielle une deuxième fois. Et là, les notations sont données de cette manière. Alors, quand on dérive deux fois par rapport à x, c'est-à-dire on dérive d'abord f par rapport à x, et puis le résultat, on le dérive encore par rapport à x, et donc là, on fait cette notation comme ça, un d qui est un petit peu modifié, de f sur des x2 en xy. Après, ce qui arrive, c'est que on dérive d'abord par rapport à x, et puis après par rapport à y. Donc là, on fait cette notation-là, dérivée partielle deux fois par rapport à x et y. Après, si on fait l'inverse, on dérive d'abord par rapport à y, et puis par rapport à x, on note comme ça. Et si on dérive deux fois par rapport à y, on va le noter comme ça. Alors, il y a un théorème qu'il faut retenir et qu'il faut admettre, c'est que si vous avez une fonction de deux variables, et si f admet des dérivées partielles premières de classe C1, c'est-à-dire, bien sûr, il faut d'abord qu'on puisse dériver la fonction une première fois, de manière partielle, et puis les fonctions dérivées partielles qu'on doit obtenir, il faut qu'elles soient de classe C1. Ça veut dire il faut qu'il soit qu'on puisse calculer leur dérivée partielle et que ces dérivées partielles soient continues. Alors sur un pavé ouvert, alors comme exemple de pavé ouvert, c'est le produit cartésien de deux intervalles ouverts. Voilà. Alors, pour tout xy appartenant à P, à ce pavé-là, enfin à cet ensemble, et bien tout simplement, la dérivée partielle seconde de f par rapport à y et x, c'est la même chose que la dérivée partielle seconde par rapport à x et à y. Ça veut dire, si on a ces conditions-là, l'ordre dans lequel on dérive n'a pas d'importance. On peut d'abord dériver par x, et puis le résultat, on le dérive par rapport à y, ou bien on peut faire l'inverse, dériver d'abord par rapport à y, et puis dériver par rapport à x. Donc voilà, vous avez ces documents sur le site, vous pouvez les consulter, et puis la prochaine vidéo, je vais vous donner des exemples sur le tableau pour illustrer toutes ces définitions et toutes ces propriétés.